Bonjour, bienvenue dans Curieux par nature, le balado qui répond à vos questions sur les sciences naturelles. Je m'appelle Clémentine, je suis vulgarisatrice scientifique à la Maison Léon Provencher et aujourd'hui, je suis pas toute seule, je suis accompagnée de deux personnes. Alors pareil, Dominique, je te laisse te présenter. Oui, bonjour, Dominique Dumais, je suis la directrice générale à la Maison Léon Provencher. Puis notre expert du jour, Xavier. Pareil, je te laisse te présenter. Bonjour, moi c'est Xavier, je fais de la recherche en génétique et en évolution. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Notre sujet, il est vraiment chouette aujourd'hui. On va apprendre plein de choses. On va parler de l'évolution du vivant. Est-ce que vous connaissez beaucoup de choses sur l'évolution du vivant? Absolument pas. Ok, super. Et toi, j'espère que tu connais un peu, quoi. Ben, ça fait plusieurs années que je fais ça de mes journées, oui. Ok, bon, bah, c'est super, on est bien entourés. Alors Oui, c'est aujourd'hui, on va apprendre plein de choses. Je vous propose qu'on commence tout de suite. Déjà, je pense que, comme on parle de vivant, ce serait sympa de définir qu'est-ce que le vivant. Grande question. Ah oui, hein. Le vivant, c'est n'importe quel organisme. C'est un ensemble de cellules. Des fois, il y en a seulement une, des fois, il y en a plusieurs. Les cellules, c'est ce qui nous compose. Puis le but du vivant, ben, c'est de survivre en s'alimentant, souvent aller chercher de la nourriture pour survivre et éventuellement ben, se reproduire, donc faire des bébés. Ok. Chaque vivant est composé de cellules, c'est bien ça. Ouais. La cellule, pour ceux qui nous écoutent, qui ne savent pas forcément ce que c'est, peut-être qu'on pourrait définir ce terme, cellule. Cellule, en fait, une cellule, c'est une poche, essentiellement. Il y a une membrane autour, une espèce de peau, c'est rempli de liquide, et c'est ça qui nous compose. Donc, nous, on en a vraiment des millions. Ils sont trop petites pour les voir, mais c'est ce qui fait notre peau, nos organes, notre cœur, même dans notre sang, nos globules rouges, c'est des cellules aussi. Puis il y a aussi des organismes qu'on dit qui sont unicellulaires. Ils ont une seule cellule. Donc, c'est essentiellement, par exemple, une bactérie, ben c'est juste une cellule, une poche. On en a parlé d'ailleurs dans un précédent balado. On a parlé des champignons et on a parlé des levures, notamment, qui étaient une seule cellule. Tu as dit tantôt qu'on ne pouvait pas les voir à l'œil nu, mais est-ce qu'il y a quand même un moyen de les observer, ces cellules? Ben oui, c'est entre autres, c'est souvent pour ça qu'on utilise un microscope. Ok. Souvent on prend un échantillon, ça peut être de prendre une fine couche de peau, après ça on va l'étendre sur une petite plaquette. En prenant un microscope pour zoomer de très proche, ben on va voir vraiment là, comment c'est organisé. Ça ressemble souvent à une espèce de mur de briques là, pour de la peau, par exemple. Mais il y a toutes sortes de cellules. Les cellules sont essentiellement composées de la même façon, mais selon leur fonction, selon sont où dans le corps, ils vont avoir des formes très différentes. Ok. Mettons, si je dis que la cellule, c'est comme une brique de Lego, puis que si on met plein de cellules, bah, comme plein de briques de Lego, on peut construire un être vivant. Est-ce que c'est correct? C'est très vrai. Il y a même toutes sortes de structures là, sur la membrane des cellules qui va les garder ensemble, là, vraiment comme les pièces d'un Lego. Là. Ok, bon, c'est une bonne façon de voir les choses, J'ai alors. compris. Voilà, c'est ça, super. J'avais aussi noté que bah, tous les êtres vivants, ils naissent, ils se reproduisent et ils meurent. Ça fait l'écho donc à un ancien balado qu'on a parlé un petit peu bah, du vivant, tout ça, de qu'est-ce que c'était un animal. Et il me semble qu'il y a 5 règnes du vivant, c'est bien ça? Oui. 5 est le nombre. Alors, Il y en a des faciles, il y en a des moins faciles. Oui, c'est ça. Ben, les animaux, c'est un règne. Donc nous, on en fait partie? Oui, Ok, on est un animal. Il y a les végétaux, ok. donc toutes les plantes, mais attention parce que les champignons, ce n'est pas des plantes, c'est un autre règne. Autre chose qu'on pourrait penser que c'est des plantes, c'est les algues. Ouais. Dans ce qui pousse dans l'eau, il y a deux sortes. Il y a des plantes aquatiques, mais il y a aussi les algues, ce qui est plus gluant souvent. Ça, c'est un autre règne. Ok. Ça fait partie d'un règne qu'on appelle les protistes. Oui. Lui, il est très spécial parce que c'est un petit peu tout ce qu'on ne savait pas comment classifier. On l'a mis dans les protistes. Okay. Fait qu'en général, si ce n'est pas un animal, une plante, un champignon, une bactérie, qui est le quatrième des règnes, mais si ce n'est pas un de ces quatre-là, ça va être un protiste, entre autres les algues. Ok. Donc là, nous, on va s'intéresser plutôt aux animaux, je pense. Ce sera mieux parce que le reste, on va pas trop en parler. On pourrait avoir un autre 12 épisodes. Oui, c'est vrai. C'est sur les autres. On a déjà eu un épisode sur les champignons, d'ailleurs, comme je l'ai dit tantôt. C'était super intéressant. Donc là, on a défini le vivant. C'est déjà bien. Mais on va aussi définir un autre terme, c'est l'évolution. Ouais. C'est quoi l'évolution? L'évolution, c'est ce qui fait qu'il y a des animaux, qu'il y a des êtres vivants qui sont différents.
s'il n'y avait pas d'évolution, on serait essentiellement tous la même chose. Et sûrement quelque chose comme une bactérie avec très, très peu de capacité. Ok. Fait que l'évolution, c'est le principe que tout ce qui va t'aider à te reproduire et à survivre jusqu'au moment où tu vas faire la prochaine génération, ben c'est un avantage. Donc, c'est ça que tu vas passer à tes enfants. OK. Fait que c'est pour ça que peu importe l'être vivant, ce qui l'avantage a plus de chances d'être dans la prochaine génération. Et ça, ben, c'est ce qui fait qu'on ressemble à nos parents et à nos grands-parents, mais ce qui fait que sur beaucoup, beaucoup de générations, là, on parle de millions d'années, ben, tu as des organismes qui vont se spécialiser et qui vont se différencier parce qu'ils sont dans des habitats différents. Fait que ce qui les avantage est différent des autres populations, par exemple. Quand tu dis qu'on ressemble à nos parents, tout ça, on est aussi très différents, il me semble qu'on appelle ça la sélection naturelle, c'est ça? Oui, en fait, ce qui fait vraiment, tu sais, on ressemble à nos parents, pourquoi? À cause de la génétique. La génétique, c'est des molécules, en fait, dans nos cellules. Donc, dans chacune de nos cellules, il y a notre code génétique. Le code génétique, c'est ce qui fait ce qu'on est. C'est ce qui dit à nos cellules comment s'organiser, quoi faire, quand grandir, quand faire telle ou telle fonction. Fait que la génétique, c'est ça qu'on passe aussi à nos enfants. Fait qu'un papa et une maman, en fait, vont combiner leur génétique dans un enfant. Quand on parle de sélection naturelle, c'est parce que si tu prends plein d'êtres vivants et qu'il y en a qui sont moins bien adaptés, donc ont moins de chances de se reproduire et d'avoir des enfants, ben, il y a moins de chances que leur gène soit dans la prochaine génération. Fait que quand on dit sélection naturelle, c'est que la nature, l'habitat, le climat, la disponibilité des nourritures, les prédateurs, tout ce qui peut faire que tu ne vas pas te reproduire, ben, c'est ça qui choisit qu'est-ce qui passe à la prochaine génération. Ok. C'est pour ça qu'on parle de sélection naturelle. Je pense qu'on pourrait donner un exemple d'évolution, si tu en as un qui te passe par la tête, pour expliquer aux gens qui nous écoutent ou qui nous regardent, voilà, un petit exemple de qu'est-ce que c'est une évolution finalement. Ben, c'est sûr, ben, l'exemple qui me vient en tête en premier, puis on en a parlé tantôt, mais tu sais, le cou de la girafe, Ouais. tu sais, il est très visuel. On peut regarder ça, puis bon, il y a plein d'animaux qui ressemblent à une girafe, mais la principale différence, c'est qu'ils n'ont pas un cou qui fait des mètres et des mètres de long. Fait qu'on peut penser, tu sais, ça coûte de l'énergie, c'est très coûteux là, pour juste nous de grandir. Ça prend beaucoup d'énergie pour qu'on atteigne la taille d'un âge adulte. Fait que là, qu'est-ce qui pourrait faire qu'une girafe met tant d'énergie à pousser un coup si long? Il y a peut-être des inconvénients aussi d'être aussi long, mais c'est sûrement parce qu'il y avait un avantage à la base. Fait que la base de la survie, ben, il faut s'alimenter. Une girafe, qu'est-ce que ça mange? Ça mange des feuilles. Fait qu'on peut penser peut-être que les ancêtres des girafes avaient des coups pas si longs, pas plus longs qu'une antilope ou quoi que ce soit d'autre, mais étaient dans un habitat où il y avait beaucoup de compétition. Il y avait tellement d'animaux que toutes les feuilles qui étaient basses sur les arbres étaient mangées en premier. Fait que la girafe, une girafe qui avait peut-être un cou juste un petit peu plus long que les autres, elle avait accès à des feuilles que les autres n'avaient pas accès. Donc, elle avait plus de chances de survivre et passer ces gènes qui font un long cou à la prochaine génération. Fait qu'on peut penser, c'est pas arrivé du jour au lendemain, d'une génération à l'autre, il y a un bébé qui s'est réveillé puis qui avait un cou de 3 mètres. Ça, bien sûr. C'est petit à petit. Puis c'est ça là, qui peut expliquer là, beaucoup des trucs qu'on trouve étonnants chez les animaux. Ben, il faut toujours le penser à pourquoi c'est comme ça. Ça a été quoi l'avantage qui a fait que on s'est rendu là? Justement, tu as un petit peu répondu à la première question qu'un ami nous a posée à la maison Léon Provencher. C'est combien de temps ça prend pour qu'une espèce se transforme en une autre? Alors, je te propose qu'on parte là-dessus. Ben oui, ça prend tellement de temps. Oui, c'est ça, c'est ce que j'avais l'air de dire. On parle pas de quelques années, on parle pas de 100 ans, là, on parle de millions d'années. Il faut vraiment garder en tête, là, l'évolution, c'est pas comme les Pokémon, c'est pas dans la vie d'un animal, c'est pas là que l'évolution arrive. C'est pas de l'âge... un bébé n'évolue pas en un être vivant adulte. C'est les générations après génération. Fait qu'on en a parlé tantôt, mais on dit on ressemble à nos parents, on ressemble beaucoup à nos parents. Quand on va atteindre leur âge, sûrement qu'on va leur ressembler beaucoup. Fait que c'est pas en dedans de 50 ans, par exemple, pour l'être humain. Mais
au fur et à mesure, là, parmi milliers de générations. Euh, c'est là que l'évolution arrive. Mais il y a des choses qui peuvent faire qu'on évolue plus vite. S'il y a vraiment des grosses pressions, si on est dans un habitat qui est très difficile et que ça prend absolument telle caractéristique pour survivre, on va dire qu'il va y avoir une grosse pression de sélection. La sélection naturelle va être très forte. Fait que ça peut accélérer l'évolution. OK. Donc si je comprends bien, mettons dans une population, donnée, d'animaux, il y a des animaux qui ont, des gènes donc hérités de leurs parents, de leurs grands-parents, tout ça et il y en a d'autres qui sont un petit peu différents. Puis peut-être que, s'il y a une pression de sélection un peu plus forte comme tu disais tantôt, il y a seulement une certaine catégorie qui va résister, à cette pression de sélection, qui va pouvoir se reproduire, tandis que les autres, ils sont pas vraiment adaptés, donc ils vont pas se reproduire et c'est comme ça qu'une espèce évolue? Exact. OK. C'est vraiment ça la clé, c'est que si tout le monde se reproduit et survit jusqu'à la reproduction, en fait, il n'y a pas de raison d'avoir de changement. C'est que la population va bien, tout le monde a accès à la nourriture, tout le monde survit au climat. Donc, l'évolution, là, elle n'a pas vraiment lieu d'être. C'est ça. Donc, s'il y a des animaux qui évoluent, dans le fond, c'est parce que la Terre, elle est toujours en changement, toujours en mouvement, Oui. qu'il y a des catastrophes naturelles qui arrivent et que ça modifie les paysages et les climats. Et c'est ça, en fait, c'est ce moteur-là un petit peu qui cause l'évolution. Oui, Wow. c'est très vrai parce que, imaginons qu'on serait sur une Terre où tout est pareil partout, il y a un seul habitat. L'évolution, en fait, aurait trouvé la meilleure solution, aurait trouvé l'être vivant parfait qui survit là-dedans et il n'y aurait plus rien qui aurait de raison de changer. Mais c'est justement parce que si on regarde sur des dizaines d'années, des dizaines de milliers d'années, en fait, la Terre, le climat change. On sait qu'il y a 20 000 ans, le Canada au complet, c'était sous la glace. Fait que les habitats qu'on voit maintenant autour de Québec, par exemple, ils étaient plutôt beaucoup plus au sud, aux États-Unis. Fait que c'est pas nécessairement que les habitats disparaissent, mais des fois, ils se déplacent. On sait que les continents bougent aussi. Fait que tout ça, faut vraiment être dans cette échelle de temps-là pour comprendre l'évolution. Quand la Terre s'est disloquée un petit peu en plein de continents différents, les animaux qui étaient sur le même continent de base, donc la Pangée, ils se ressemblaient tous un peu. C'était comme les mêmes animaux, en tout cas les mêmes espèces. Puis au fur et à mesure que les continents se sont éloignés, les animaux ont pu vraiment se différencier, tout ça. Et donc, c'est pour ça qu'on a autant d'espèces différentes dans le monde. Puis ça peut se faire sur un territoire fixe. On prend le Grand Canyon, par exemple, Ouais. avec l'élargissement du Grand Canyon, il y a une espèce d'écureuil, qui pour lui, un Grand Canyon, c'est C'est énorme. gigantesque. Ils se sont retrouvés, dans le fond, des deux côtés. Puis ils ont évolué avec les années, chacun de leur côté. Et maintenant, ils ont des caractéristiques qui sont similaires, mais il y en a d'autres qui sont différentes. OK. Ils ont la même alimentation, par exemple, mais ils ont changé de couleur. Il y a certaines caractéristiques qui ont changé. Et ça se passe sur le même territoire, vraiment, mais c'est vraiment à cause d'un changement qui était le Grand Canyon. OK. Ouais. Donc, ça peut quand même se faire sur des tout petits territoires. Pas besoin que la Terre subisse des tremblements de terre Non, c'est ça. gigantesques. OK. Puis même si je peux rajouter, tu sais, là, tu parles du Grand Canyon, fait que c'est le même territoire, mais il y a une barrière Oui. qui empêche Ouais. les écureuils, par exemple, de traverser. Mais il y a de l'évolution, de l'apparition de nouvelles espèces qui se passent dans des milieux où il n'y a pas de barrière. Par exemple, dans des lacs, tu vas avoir des populations de poissons, des fois, qui vont juste utiliser des parties différentes du lac. Fait qu'ils vont manger à la surface ou aller manger dans le fond. Mais ce qu'on mange sur la surface et dans le fond, c'est pas la même chose, c'est pas la même façon de chasser la nourriture, par exemple. Fait que peut-être qu'il y a un avantage, par exemple, à avoir une bouche qui est différente, à grandir plus vite. Fait que tu as des fois dans un même lac de l'apparition de nouvelles espèces qui finalement vont devenir complètement différentes juste parce qu'ils ont trouvé deux stratégies différentes. OK. Ça, c'est des types de spéciation différentes, c'est ça? Donc, c'est le fait que les espèces changent finalement. Ça m'amène donc sur une autre question. C'est comment est-ce qu'on a compris que les animaux évoluaient? Je trouve que c'est une belle question, ça. Ouais. Puis ça a pris du temps. Oui, c'est ça. Depuis l'Antiquité, il y a plein de gens qui se sont intéressés. Bon, il y a eu toutes sortes de théories, d'autres plus loufoques que d'autres. Mais c'est vraiment au 19e siècle, autour de 1830, il y a quelqu'un qui s'appelait Charles Darwin, qui, lui, était un spécialiste de l'histoire naturelle, qu'on dit. C'est qu'avant qu'on appelle ça vraiment une science, on parlait de l'histoire naturelle, fait que c'est de comprendre, bon, c'est quoi les différentes sortes de plantes, d'animaux. Lui, il catégorisait tout ça. Et à la fin de sa vingtaine environ, il s'est embarqué sur un bateau qui faisait le tour du monde. C'était une expédition scientifique. Et lui, ça lui a pris 5 ans
Il est passé en Indonésie, je crois, en Australie. Il a fait le tour de l'Amérique du Sud et il a vraiment vu des animaux de partout dans le monde. Donc, il y en a qui connaissaient déjà. Il a vu des choses auxquelles il ne s'attendait même pas. Ça lui a vraiment fait se poser beaucoup de questions de pourquoi il y a tant de diversité, pourquoi il y a autant d'animaux différents. Et quelque chose, des observations qui l'ont fait vraiment réfléchir, c'est quand il était aux îles Galapagos, qui est à l'ouest de l'Amérique du Sud. C'est un archipel d'îles qui sont assez rapprochées, mais juste assez éloignées pour qu'on pense que, bon, par exemple, les oiseaux qui vivent sur différentes îles, ben, ils ne vont pas se promener d'une île à l'autre. Et il remarquait qu'il y avait plusieurs oiseaux qui se ressemblaient, qui avaient tous l'air d'avoir quelque chose en commun, mais une grosse chose qui les différenciait, c'était la forme puis la taille de leur bec. Puis il a passé quand même pas mal de temps sur ces îles-là, assez pour comprendre qu'en fait, c'est la disponibilité des nourritures était très différente entre les îles. Par exemple, il y a une île où il y avait beaucoup plus de grosses graines à manger pour les oiseaux qui sont granivores, d'autres îles où il y avait plus de fruits, d'autres des plus petites îles, des plus petites graines. Et en fait, ça a pris plusieurs années à vraiment qu'il élabore vraiment toute sa pensée là-dessus, mais il a amené cette idée-là de la sélection naturelle, que si les oiseaux ont des formes de bec différentes, c'est parce qu'ils ont évolué, parce qu'ils mangeaient toutes des choses différentes. Fait que c'est vraiment lui, là, éventuellement, il a écrit un livre au complet là-dessus, pas juste sur l'exemple des oiseaux aux îles Galapagos, mais sur plein d'autres exemples, où c'est vraiment lui qui a proposé le terme de sélection naturelle. Ça n'a pas été super bien reçu au départ. Ça a pris plusieurs décennies. Même de son vivant, il y a des gens qui étaient bien d'accord avec lui. Mais après ça, ce n'était pas nécessairement la société au complet. Mais avec les années, là, vraiment en biologie évolutive moderne, on a toutes sortes d'observations, toutes sortes d'expériences qui pointent toutes vraiment, qui peuvent s'expliquer par la sélection naturelle. C'est pour ça qu'en ce moment, c'est la théorie qui est la mieux comprise et la mieux acceptée. Tu disais que ça avait pris du temps. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont fait leurs recherches, puis c'est ça, qu'on connaît peut-être un peu moins sur l'évolution? Oui, il y en a toutes sortes. Oui, les noms. Au début du 20e siècle, il y a des gens qui ont beaucoup travaillé sur la biogéographie des îles. Puis c'était vraiment pour comprendre, en fait, comment sur les îles, souvent, on observait des espèces qu'on trouvait pas à d'autres endroits. Parce qu'une clé de l'évolution, c'est que si tu n'es pas isolé d'une certaine façon, ça va être plus dur de trouver ton unicité que toi, ensemble, et ta population, vous développiez des nouveaux avantages. Il y avait une chercheure en Angleterre qui avait une collection de fossiles aussi, vraiment impressionnante. Puis il y a beaucoup de recherches justement sur l'évolution qui ont utilisé sa collection. Parce si vous en parlez dans l'épisode là, de Roches et minéraux, là, mais avec les fossiles restent quand même une belle carte du temps aussi. Là. Mais ce qui est marrant sur les fossiles, c'est qu'avant, on ne savait pas ce que c'était les fossiles. Hein. Vrai, je parle bien avant Darwin, tout ça. Puis en fait, dès qu'on voyait un fossile, on pensait que c'était un dessin qu'avait fait la foudre. Et je trouve ça quand même vachement drôle maintenant avec nos yeux d'après Darwin, en fait, finalement, où toute la théorie de l'évolution est passée après. Maintenant, on se dirait pas ça. On voit bien que c'est un dessin, une empreinte d'un animal. Donc, c'est quand même assez rigolo là, de voir que oui, c'est grâce à Darwin, grâce à ces scientifiques-là que c'est ça, la recherche a évolué et puis que maintenant, on est capable de comprendre ce qui se passe. Mais c'était pas gagné d'avance. Non. C'est ça qui faisait sa force aussi à Darwin, parce qu'il n'était pas juste biologiste, il faisait aussi de la géologie, de la géographie. Fait que dans son tour du monde, il s'est intéressé, il en a trouvé des fossiles. Puis c'est vraiment, il y avait déjà cette idée-là de l'évolution. Puis avec la quantité de fossiles qu'il trouvait, puis vraiment les liens qu'il pouvait faire, genre, ça, est-ce qu'en fait, c'est juste un animal qui a vécu il y a très longtemps, qui est peut-être l'ancêtre d'un animal que je connais, que je vois aujourd'hui. Fait que ça, c'est un petit peu, genre, d'avoir ces différentes expertises-là, ça a comme tout lié ensemble là, pour bonifier sa compréhension là, de tout ça. Il y avait également une autre question, plutôt sur l'humain. Parce que à la maison Léon Provencher, pendant le camp de jour, le camp d'été, on a parlé de l'humain, puis ça a fasciné quand même pas mal d'amis qui étaient passionnés par le cerveau, tout ça. Puis est venue la question de comment est-ce qu'on est maintenant
des êtres humains tels qu'on l'on connaît aujourd'hui, parce que ça n'a pas toujours été le cas. Moi, dans la tête, là, depuis que je suis petite, je vois l'image du primate là, Ouais. qui se lève au fur et à mesure. Maintenant, on sait que c'est un petit peu controversé, maintenant que c'est pas vraiment comme ça que ça s'est passé. Donc, j'aimerais qu'on en parle un petit peu. Comment est-ce que l'humain, il a existé et comment il a évolué par la suite? Ouais. Ben, je crois que c'est ça. On dit souvent que c'est pas exactement là, cette image-là du singe, qu'après, c'est qu'il y a un petit peu moins un petit peu moins un singe, parce qu'on ne descend pas du singe. C'est On ça. a un ancêtre commun avec le singe. Fait que cet ancêtre commun-là, à quoi il ressemblait exactement, tu sais, on a une idée parce qu'on trouve des ossements, des fossiles. Mais comment c'est arrivé? Pourquoi? Bon, on peut le dire là, qu'on est plus intelligent qu'un singe, on a plus d'idées, on utilise des outils, puis ça a vraiment été ça la clé. C'est le moment où on a commencé à utiliser des outils. Ben ça a été un avantage fulgurant. Euh, mais ça a été... c'est parce qu'on avait des capacités intellectuelles peut-être un petit peu plus ou de curiosité qui était un petit peu plus développée, là, par exemple, que notre ancêtre, qui était peut-être plus proche du singe, qui mangeait des fruits dans les arbres, par exemple. Ouais, c'est Ça a été de diversifier notre alimentation, de pouvoir alimenter notre plus gros cerveau aussi. Il faudrait être capable de mieux s'alimenter. Fait que ça a été le début de l'utilisation des outils là, qui nous a vraiment différenciés. Et c'est comme ça qu'on a changé au fur et à mesure des années, qu'on a appris à manier tous des outils, qu'ensuite on a appris à construire des choses, qu'on a appris à cuire la viande aussi. Hein, c'est oui. quelque chose, l'apparition du feu, ça a été quelque chose, qu'on a fait des choses de plus en plus complexes aussi. Donc oui, l'être humain évolue, ça on est bien d'accord, mais ce qui continue d'évoluer? Oui. Ok. Lentement, comme toutes les espèces. Il ne faut pas s'attendre à ce que ça arrive si rapidement, mais ce qui est intéressant, c'est ce qui peut nous aider à voir comment l'être humain évolue, c'est de voir des fois, dans certaines parties du monde, s'il y a des adaptations qui sont différentes. Les gens qui habitent au Népal, par exemple, qui ont toujours vécu dans des altitudes très, très élevées, on sait qu'en haut des montagnes, il y a moins d'air. C'est plus difficile de prendre notre oxygène dans l'air. Fait qu'il y a vraiment, on peut voir des différences dans le sang de ces gens-là. Ils ont des sangs qui sont plus concentrés, qui ont plus de globules rouges pour mieux capter l'oxygène qui est plus rare. Ça, c'est un exemple d'évolution qui a été assez récente là, dans l'histoire des humains. On peut penser aussi à juste le fait qu'on soit capable de digérer le lait. C'est pas tout le monde à travers le monde qui, Merci. qui est capable de naturel. digérer. Parce qu'on sait que le lait, c'est fait pour les bébés. Là. Chez tous les mammifères, tous les mammifères produisent du lait, mais c'est pour alimenter leurs bébés là, très, très jeunes. Puis éventuellement, on arrête de boire du lait. Nous, en tout cas, chez certaines cultures à travers le monde, ça n'a pas été le cas. Ouais. Fait qu'on parle souvent de nourriture là, quand on parle d'évolution parce que c'est la base de tout. Là. Oui. Pour survivre, il faut s'alimenter. Puis pour s'alimenter, il faut être capable de digérer ce qu'on mange. Parce que si ça te prend plus d'énergie, si ça te donne plus mal au ventre que ce que tu en retires de manger, ben c'est pas un avantage. Oui, c'est ça. Je le trouve sympa, l'exemple de digérer le lait ou pas. En fait, c'est rigolo parce que c'est ça, il y a beaucoup de sociétés qui boivent pas du tout de lait hein, dans le monde. Et donc, en fait, ils n'ont pas cette enzyme-là qui est capable de déchirer les petites molécules en plusieurs molécules pour permettre la digestion. Et ben, en fait, c'est ça, c'est qu'on se rend compte que ça se perd. Mais il y a plein de choses comme ça qu'on perd, en fait, finalement. Je pense que peut-être qu'il y a des enfants qui ont déjà vu ça sur Internet, les images des prédictions que ce que devraient devenir des humains dans quelques années, quelques vingtaines d'années, avec des pouces très grands parce qu'on est tous sur nos cellulaires, avec la tête qui penche légèrement en avant, puis le dos tout bossu, tout ça. On est d'accord, c'est pas possible, ça, si? Ben, on rentre dans des choses qui sont vraiment difficiles à prédire parce qu'on a parlé beaucoup de survie. Tu sais, ce qui alimente l'évolution, c'est le fait que certains survivent plus que d'autres. Mais on n'est pas dans un monde où on est livré seul à la nature. On a toute une société. Juste le fait qu'on ait des hôpitaux pour soigner nos maladies, ben c'est sûr que, pas que ça ralentit notre évolution, mais on doit y réfléchir d'une façon très différente d'un animal là, qui est dans la nature, puis que s'il n'est pas parfaitement adapté à son habitat, ben, il n'y aura personne pour l'aider. Bien Alors sûr. que nous, on est quand même une espèce d'une grande collaboration. Oui. Fait que l'évolution humaine, c'est toujours spécial puis difficile à imaginer. Je lisais une recherche qui prenait
malheureusement, les lunettes, Ouais. c'est qui était un exemple, dans le fond, qu'on s'est adapté. Tu sais, Mhm. on a l'intelligence pour faire des lunettes, puis pour pouvoir étudier justement la vue, mais qu'un animal qui ne voit pas dans la nature, normalement, malheureusement, il y aurait justement eu une sélection naturelle, mais l'homme a évolué pour ça. Fait que... Ouais. Mm. C'est vrai. Mais c'est ça, c'est que nous, en fait, on est capable de contrer un petit peu cette Ouais. évolution qui est un peu forcée, là. C'est quand Ben, même puis assez- ça a été une de nos adaptations, une de nos Ouais. évolutions. Juste le fait qu'on soit rendu à faire ça, ben, c'est une victoire. Oui, c'est vrai. Oui, c'est ça. C'est clair, c'est clair. D'ailleurs, on parlait, c'est ça, d'alimentation. Ça me fait penser donc à une autre question qu'un ami nous a posée. C'est est-ce que si l'animal modifie son régime alimentaire, est-ce que ça va modifier son apparence? Encore une fois, dans la plupart des cas, ça ne va pas arriver dans la vie d'un individu. Mais c'est sûr que si tu as une population, une espèce qui, par exemple, était habituée d'être carnivore, mais là, se retrouve dans des habitats où il n'y a juste plus de proie, il pourrait y avoir, par exemple, un changement d'alimentation. Et là, c'est sûr qu'en alimentation, on peut s'attendre à ce que les dents qui sont adaptées à manger de l'herbe ou de la viande, c'est vraiment pas les mêmes. Fait que c'est sûr on pourrait s'attendre à une modification de l'apparence, par exemple, de la mâchoire, des dents, de tout ce qui est le système digestif. Fait que je dis que c'est rarement à l'intérieur d'une génération, mais il y a des cas qui sont vraiment particuliers. Et là, on va parler de plasticité phénotypique parce que c'est des organismes, des animaux qui, à l'intérieur de leur vie, vont être capables de modifier leur apparence pour s'adapter à l'environnement. Fait qu'on dit plasticité parce que c'est comme un peu malléable, comme du plastique. Comme du camouflage un petit peu? Comme du camouflage, l'exemple que j'avais plus en tête, c'est des têtards, en fait. Ah, ok. Souvent, des têtards, avant de devenir une grenouille, vont être confinés dans une mare. Oui. Les mares ne sont pas toutes pareilles. Des fois, tu vas avoir une mare où il va y avoir plein d'algues. Fait que les têtards vont pouvoir s'alimenter d'algues, vont rester petits avec une bouche qui est adaptée pour manger des algues. Mais s'ils se retrouvent dans une mare, ça, on parle de la même espèce, le même type de crapaud, ça pourrait être des frères et sœurs, mais qui se retrouvent dans une mare différente où il n'y a pas d'algues. En fait, peut-être qu'ils n'auront pas le choix pour survivre de manger d'autres têtards. Et là, à l'intérieur même de la courte vie d'un têtard, on va voir une grosse différence. Ils vont devenir beaucoup plus gros et carrément leur bouche va devenir beaucoup plus apte à manger, dans le fond, à être carnivore. Et ça, on ne parle pas vraiment d'évolution parce que le têtard n'a pas évolué pour devenir carnivore. Il avait déjà la capacité, s'il percevait dans son habitat qu'il n'y avait pas la bonne nourriture, de changer. Fait que ça, c'est vraiment un cas particulier. Ok. Et c'est super intéressant. Ouais. Donc, c'est ça. Donc, même au sein d'une même population, il y a comme tu disais, il y a des têtards qui sont capables de modifier leur régime alimentaire. Mais ça c'est pas une évolution. C'est juste... Ben, l'évolution est déjà arrivée parce que chez tous les têtards, tu sais que selon la disponibilité de nourriture, tu vas te développer différemment. C'est ça. C'est une aptitude un petit peu différente qu'ils peuvent utiliser si ils sont obligés un petit peu. Ouais. Ok. On va parler plutôt d'acclimatation. Ils vont s'acclimater à leur milieu plutôt que s'adapter. S'adapter, c'est passer à la prochaine génération des adaptations qui sont avantageuses. Ok. Ouais. Ça me fait penser un petit peu à l'axolote qu'on a Oui, à la maison de Provencher. Provencher. Et c'est vraiment, il n'y a plus de nourriture du tout dans son lac, dans son seul lac au Mexique. En fait, il est capable de sortir de l'eau pour pouvoir se reproduire. Et ça, il y a très peu d'animaux qui sont capables de le faire. Normalement, l'axolote, on le rappelle, c'est vraiment 100% aquatique. Ça a des branchies, là, les espèces de cheveux que vous voyez sur la tête de l'axolote, c'est ses branchies, c'est ce qui lui permet de respirer. Mais voilà, s'il n'y a plus de nourriture, si les conditions sont mauvaises, il est capable de sortir de l'eau pour pouvoir, se nourrir, se reproduire, si les conditions sont mieux ailleurs. Là. Donc, c'est une salamandre, en fait. Ouais, c'est ça. C'est une salamandre, mais qui est restée à l'état... Ouais, c'est incroyable. L'axolote, franchement, on pourrait en parler des heures, là, parce que c'est... Il y en a tout plein des exemples comme ça, là, de plasticité où c'est pas parce qu'on dit qu'il faut évoluer à son milieu que si ton milieu change, tu es complètement sans ressources. Là. Il y a beaucoup d'espèces qui sont capables de ressentir est-ce qu'il fait plus chaud, est-ce qu'il fait plus froid et de carrément modifier notre comportement. Comme nous, par exemple, si on a chaud dans une pièce, on va changer d'endroit, on va enlever la couche. Exactement. Donc, il y a une autre question également. Alors là, je pense qu'on sort un petit peu du sujet, mais je pense que c'est tout aussi important. C'est comment est-ce qu'on classe les animaux entre eux?
de la façon qu'on veut. Selon OK. selon la question qu'on veut poser, c'est sûr qu'on pourrait y aller avec des caractéristiques très physiques. Par exemple, classer les animaux qui ont des ailes, les animaux qui n'ont pas d'ailes, Mmh. les animaux à poils, sans poils, les animaux qui, selon dans quel habitat ils vivent. Des fois, on peut classer des écosystèmes. C'est une façon de classifier Ouais. les animaux parce qu'ils partagent tous un Mmh. habitat. Mais puisqu'on parle d'évolution, ben, on va souvent classer les espèces. La façon la plus standard de classer les espèces, c'est à quel point ils sont proches phylogénétiquement. Donc, la phylogénie, c'est finalement l'arbre de famille, l'arbre généalogique de toutes les espèces qu'il y a sur la Terre. Fait que, par exemple, nous, on a parlé de notre proximité avec les singes, parce que nous sommes tous les deux les espèces qui sont des primates. Fait que ça, c'est une façon de classer les animaux. Donc, il y a les primates qui regroupent toutes sortes de singes. Les mammifères, ça serait une autre façon de classer les animaux. Ce qui caractérise vraiment la phylogénie, c'est qu'on a tous un ancêtre commun. Pour être un groupe phylogénique, comme les mammifères, c'est qu'on descend tous d'un même. Tantôt, j'ai parlé des animaux qui ont des ailes. Ben, c'est pas parce que la chauve-souris, les oiseaux et les abeilles ont tous des ailes. Ça, c'est une seule de leurs caractéristiques. Ben, si on ne regarde pas leur génétique et si on ne la compare pas, on ne peut pas vraiment dire si c'est un groupe qui a vraiment évolué d'un ancêtre commun. OK. Donc si je comprends bien, on est tous, donc animaux, plantes, bactéries, on a évolué tous du même ancêtre commun? C'est ce qu'on pense, oui. OK. Ben, il faut remonter encore plus loin. Si vous imaginez vraiment un arbre, on est, par exemple, tous les animaux sur une grande branche qui se ramifie en tout plein de branches. Mais si tu remontes sur cette branche-là, ben, à côté, il y en a une autre qui serait toutes les plantes. Si tu recules encore plus loin, ben, éventuellement, tu peux trouver des ressemblances avec les bactéries jusqu'à remonter vraiment jusqu'à la base de l'arbre, qui serait une espèce d'organisme à une seule cellule là, qui aurait évolué là, dans la mer là, de la Terre il y a très, très longtemps. Ouais, il y a plus de 3 milliards d'années. Pour que les amis qui nous écoutent se fassent vraiment un dessin bien clair de ce que c'est l'arbre du vivant, Ouais. peut-être qu'il y en a qui ont déjà vu les arbres génétiques des familles, tout ça. C'est la généalogie, c'est ça? Les arbres Ouais. généalogiques. Les oui. arbres généalogiques. Donc, mettons, toi, t'es un enfant, donc tes ancêtres, c'est tes parents. Puis ensuite, chaque parent a 2 parents, puis etc., etc. Donc, en fait, ça grandit comme ça. Puis en fait, finalement, ça forme comme les branches, les ramifications d'un arbre. Je pense que c'est le meilleur exemple qu'on Ben peut oui. donner là. Et c'est Puis- pareil pour les animaux, dans le Puis fond. souvent, c'est ça, il faut juste remplacer toi et tes frères, par exemple, par des espèces. Et on va souvent parler carrément d'espèces sœurs ou d'espèces cousines. Par exemple, le loup et le coyote, c'est des espèces qui sont très proches. On pourrait dire que c'est des espèces sœurs. Le saumon et les truites, même chose. Alors que, en général, tous les poissons vont quand même être plus rapprochés entre eux qu'un poisson et une fourmi, par exemple. oui. Ouais. Ça me fait penser ça que même dans l'arbre du vivant, donc malgré qu'on classe les animaux selon leur ressemblance, leurs points communs, des fois on n'arrive pas à classer des animaux ensemble, pourtant ils se ressemblent vraiment beaucoup. Je pense à la coévolution justement. Donc comment expliquer que dans l'autre bout du monde, il y ait un animal qui ressemble en tout point à un animal qu'on a ici au Québec et inversement, alors que pourtant ils n'ont pas du tout évolué dans le même milieu, mais pourtant ils se ressemblent vraiment beaucoup. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Ben, je crois que ça peut s'expliquer par quand tu as un problème qui est semblable, qui est comment survivre dans tel habitat, ben, il n'y a pas 100 000 solutions. Des fois, par hasard, ça va arriver qu'on va évoluer de la même façon pour répondre à un même problème. Tu parlais d'animaux dans une autre partie du monde. Il y a l'Australie qui est super intéressante parce qu'il y a tous les marsupiaux. Ouais. Les marsupiaux, c'est des mammifères qui ont une poche, là, comme le kangourou. Mais dans les marsupiaux, il y a beaucoup plus que les kangourous. Il y a déjà eu, je crois que c'est une espèce qui est éteinte maintenant, mais il y a déjà eu des loups marsupiaux. D'accord. Donc, ça n'a rien à voir avec le loup, mais c'est très semblable. Tu le regarderais et tu dirais, c'est un loup. C'est juste qu'il y a une poche. Ouais. Parce qu'il va avoir une dentition, c'est un prédateur, il va avoir une dentition qui est semblable au loup, parce qu'il a évolué pour prendre profit là, de proie. Donc, OK.
Donc, c'est ça. Les marsupiaux, pour ceux qui nous écoutent, c'est les animaux qui naissent. Donc, le bébé naît, mais il n'est pas totalement formé. Donc, il doit aller dans la poche de la maman pour pouvoir prendre plein de force, en gros, avant de grandir. C'est ça? OK. Tu avais un exemple, d'ailleurs, Dominique, de coévolution, il me semble. C'est une espèce là, dont le nom m'échappe qui était en Australie, puis nous, nos palatouches, Oui. donc l'écureuil volant Oui. qu'on a au Québec ici. Donc les deux espèces qui sont des mammifères, ce n'est pas des mammifères volants, on s'entend, hein, le seul mammifère qui a la capacité, c'est la chauve-souris, merci. Donc il peut planer, dans le fond, d'arbre en arbre. Mais les deux ont développé ces techniques-là, alors qu'ils sont dans deux continents complètement différents, deux écosystèmes complètement différents, mais ils ont vraiment, là, justement, développer la même technique pour planer d'arbre en arbre. J'avais vu une vidéo super intéressante sur cette chose-là de coévolution. C'était sur les crustacés. En fait, ils se sont rendus compte que dans le monde, les crustacés, ils tendaient tous à devenir des crabes. Oui. Et donc, pourquoi les crustacés tendent tous à devenir des crabes? Parce que on sait que maintenant, il y a les écrevisses, il y a les homards qui ressemblent pas vraiment à des crabes. Mais plus on avance dans l'évolution, plus cette partie-là, donc de l'abdomen, de la queue, tend à réduire. Puis en fait, tous les crustacés vont peut-être devenir des crabes. C'est quand même impressionnant. Les crabes sont des gagnants, en fait. Ouais, c'est ça. Peu importe, c'est ça, tu parles des crustacés, c'est vraiment sur plein de branches différentes de l'arbre des crustacés. T'as plein de... j'ai pas envie de dire des cul-de-sac, mais tu te retrouves toujours dans cet habitat-là là, qui est sous-marin, puis je sais pas exactement qu'est-ce qui est si avantageux à être un crabe. Là. Peut-être que c'est parce que tu n'as pas de queue qui peut être agrippée par un Oui, prédateur. c'est ça, peut-être. On peut imaginer plein d'hypothèses, mais oui, c'est ça. C'est vrai que quand tu regardes tous les crabes, en fait, tu en as tout plein qui sont même pas des proches cousins. Là. Ils n'ont aucun rapport, en fait, mais ils ont toute la même forme. Ouais. C'est comme si tu avais un ami que tu avais... Enfin, je sais pas moi, un ami qui te ressemble vraiment pas, puis en fait, un autre ami qui te ressemble vraiment beaucoup, alors que vous avez aucun lien de parenté. Toi, t'es un peu flippant quand même, là. Est-ce que vous aviez d'autres exemples comme ça de coévolution, peut-être? De convergence évolutive? J'en ai glissé un mot tantôt, mais juste les ailes, c'est quand même impressionnant, mais tu sais, clairement, c'est avantageux de voler parce que tu peux t'enfuir, tu peux accéder à d'autres ressources, mais si tu regardes les différentes ailes, les ailes d'une chauve-souris ou les ailes d'un oiseau, c'est complètement différent. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un squelette de chauve-souris, mais c'est carrément une main de mammifère qui est modifiée pour avoir une espèce de membrane. Oui. Alors que les oiseaux, là, on a dû développer des plumes, on a dû alléger les os pour porter. Puis les abeilles, tous les insectes volants, on est complètement ailleurs. Mais la fonction est la même, c'est de ne plus toucher le sol. C'est que le voler doit vraiment être super avantageux pour les animaux, là. Pourquoi on vole pas, nous? Ce serait cool quand même. Il y a aussi l'exemple bizarre d'évolution numéro 1. J'ai cité l'ornithorynque. Ah oui! Comment expliquer qu'un animal peut être un mammifère qui n'a pas de mamelles, mais qu'il transpire son lait, qu'il ait un bec de canard? Ça, c'est vraiment, je pense, un bug de l'évolution. On peut appeler ça comme ça. Et qui allume sous les lumières UV aussi. Comme les scorpions. Oui. Incroyable. Tant qu'à faire. Lui s'est dit, allons-y. Mais d'ailleurs, dans les écrits de Darwin, l'ornithorynque, c'est quelque chose qu'il note. Il est allé, je crois que c'est en Australie que les ornithorynques vivent. Oui, évidemment. Quand il a vu ça, il a fait, mais comment ça se peut, en fait? C'est vaguement un mammifère, mais ça n'a pas du tout la même stratégie. En fait, ce qu'on pense, c'est, en fait, oui, c'est rapproché de l'ornithorynque qui est plus rapproché des mammifères qui est des oiseaux, même s'ils pondent un œuf. Il est peut-être à la base de l'évolution des mammifères. Donc, c'est pas parce que c'est une espèce qui est plus ancienne, c'est juste qu'elle a gardé des adaptations que personne d'autre va garder, en fait. Mais dans un monde parallèle, peut-être qu'on serait tous plus semblables aux ornithorynques qu'on l'est aux chiens, par exemple. C'est incroyable, l'ornithorynque, puis surtout que l'évolution s'est dit, oui, là, tout va bien. On va le laisser vivre sa vie. Oui, c'est comme l'accumulation là, de caractéristiques chez l'ornithorynque qui est impressionnante. On dirait vraiment un Pokémon, là, pour moi, là, c'est... Puis, j'avais lu aussi, j'avais écouté beaucoup de conférences sur le sujet, parce que, voilà, pareil, si ça vous intéresse, là, il y a énormément de livres, de conférences sur le sujet. Ça peut vraiment valoir le coup de regarder un petit peu pour approfondir le sujet. C'était sur les dinosaures. Les dinosaures, ils ont tous disparu, mais il y a une partie des dinosaures qui a évolué progressivement pour devenir les oiseaux.
Mais en fait, on s'est rendu compte que l'évolution, elle n'était pas si linéaire avec les dinosaures. On pensait il y a longtemps, en fait, que ça évoluait un petit peu comme un tapis roulant, que l'évolution était un tapis roulant. Donc, j'étais un animal, ensuite cet animal disparaissait, devenait un autre animal, ensuite cet animal disparaissait, devenait un autre animal. Mais en fait, on s'est rendu compte que non, à l'époque des dinosaures, il y avait des animaux qui ressemblaient aux mammifères. Ces animaux-là donc, ont évolué, ont donné des mammifères, qu'il y en a d'autres qui ressemblaient un peu plus à des oiseaux, qui, eux, ont donné des oiseaux. Donc, c'est ça. Faut pas penser que les animaux, c'est ça, je sais pas moi, un singe donne un humain, ça, tu l'as dit, tu l'as très bien dit tantôt, c'est pas vrai. Là, ouais. Puis tu sais, les dinosaures, bon, ceux qui s'intéressent savent qu'il y a vraiment une grande diversité, qu'il a existé une grande diversité de dinosaures et qui ont vraiment pas tous vécu à la même époque. Là. Des fois, on a l'impression qu'on pourrait tous les voir ensemble, là, comme dans Jurassic Park. Mais c'est sur comme des centaines de millions d'années. Puis effectivement, c'est certain, les dinosaures, ils n'étaient pas tous énormes. Il y en avait des tout petits. Puis c'est effectivement, là, ces plus petits-là, qui étaient peut-être plus, qui ont évolué pour habiter plus dans les arbres, là, ça devenait avantageux d'être plus léger. Puis en fait, ce qui est fascinant, les plumes, les dinosaures, ça a été très souvent dessiné, mais on a toujours dessiné ça en regardant juste les os, les fossiles. Oui, c'est vrai. Mais si tu regardes un squelette de chien, par exemple, puis que tu essaies de reconstituer et de dessiner un chien, ça ressemblera sûrement pas à un labrador. Là. Non. Parce que tout, la chair, la graisse, le poil qu'on oublie. Puis de plus en plus, on se rend compte qu'à une certaine époque, en tout cas au moins, où certains dinosaures, comme tu as dit, avaient des plumes. Oui. Peut-être même que des gros dinosaures qu'on imagine en écailles avaient plutôt des plumes. Oui. Puis ce que j'ai toujours trouvé fascinant avec les plumes, c'est que ça n'a pas évolué nécessairement pour voler dès le début. Au début, c'était plus comme un duvet d'isolation. OK. Parce qu'on sait, entre autres, les reptiles ont évolué depuis les dinosaures. Les reptiles, ça a un sang froid. Donc, s'il fait chaud, leur sang est chaud. S'il fait froid, leur sang est froid, alors que les oiseaux, les mammifères ont le sang chaud. Mais le sang chaud, tu peux pas juste continuer à le chauffer tout seul. Là, non, tout bien sûr, le temps, il faut que tu aies un moyen de t'isoler. Nous, on porte des vêtements. Beaucoup d'animaux de mammifères ont du poil. Les oiseaux, pour garder leur sang chaud, leur stratégie, c'était les plumes. Et éventuellement, vu que l'évolution n'invente pas des choses, elle réutilise toujours des parties du corps, elle a aussi utilisé les plumes pour avoir plus de portée dans le vol. On pourrait faire un sujet entier sur les dinosaures, tellement c'est intéressant. On a une animation à la Maison de la Provencher, justement, pour les tout-petits sur les dinosaures, puis c'est sans doute une des animations qui est les plus populaires. Puis nous, on adore aussi. On adore. C'est impressionnant. On adore les dinosaures. là-bas. C'est ce qu'il faut, c'est de se dire qu'il y a des animaux de 30 mètres de haut là, qui étaient sur la Terre avant, puis qu'à côté, on n'est rien. Là, c'est quand même hyper puis il n'y a pas si longtemps, là, dans les dernières glaciations, il y a plein d'animaux qu'on voit encore aujourd'hui, mais qui avaient des cousins proches qui étaient beaucoup plus gros. Des paresseux géants. Des cerfs qui étaient énormes. Les libellules, des libellules géantes, mais les mammouths aussi, c'était beaucoup plus gros qu'un éléphant. Il n'y a pas si longtemps, en fait, on avait beaucoup on appelle ça les méga-mammifères, la mégafaune, là, c'est impressionnant. Vous irez voir des images. Surtout au Québec, là, il y en avait vraiment beaucoup. Là, je suis tombée sur une super vidéo sur ça. Là. Je pense que je mettrai le lien dans la description. En fait, on visitait comme une réserve avec plein d'animaux qui datent de vraiment il y a très longtemps. Là. Puis c'est ça, des chevaux géants aussi. En fait, imagine n'importe quel mammifère, je crois qu'il y a déjà eu une version qui est 5 fois plus grande. Mais des humains géants, non, ça, des géants, ça n'existe pas. Puis sûrement que c'était à une époque où il faisait beaucoup plus froid, donc peut-être qu'il y avait un avantage d'être gros comme ça, d'avoir plus de chair, plus de masse. J'ai lu que c'était un rapport avec l'oxygène aussi qui était dans l'air, que maintenant il y a beaucoup moins d'oxygène et en fait ce serait beaucoup trop d'énergie à dépenser pour des insectes, pour des grands mammifères. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a un peu rétréci parce qu'en fait il y a moins d'oxygène, donc il y a peut-être quelque chose qui est lié avec ça. Les amis, on a déjà répondu à toutes les questions des enfants. Alors, avant de conclure, est-ce que vous avez des exemples comme ça un petit peu fascinants sur l'évolution des animaux? Tout à l'heure, on parlait de comment on sait que les animaux ont évolué. C'était une question. Il y a aussi les organes vestiges qui peuvent être un bel exemple aussi, par exemple, chez les baleines qui ont encore des os là, au niveau du bassin, parce qu'on considérait que l'ancêtre aurait eu des pattes arrière, justement, mais qu'encore aujourd'hui, il y a des os qui se retrouvent comme s'il y avait un bassin, comme s'il y en avait besoin. Oui, c'est fascinant aussi d'imaginer l'ancêtre des baleines, là, avant que... La baleine, c'est un mammifère, là, fait qu'elle a beaucoup en commun avec les mammifères qui étaient terrestres avant, là.
Fait qu'imaginez une espèce de loup qui finalement trouvait peut-être plus de nourriture dans Oui. l'eau, donc est devenu peut-être plus comme une espèce de phoque avant de vraiment se spécialiser puis plus jamais retourner sur la Terre. Ça, c'est fascinant. Là. Ouais. Il y a aussi chez les humains des organes vestigiaux, je pense au coccyx, qui est un vestige aussi. On a les dents de sagesse aussi. Chez certaines personnes, les dents de sagesse disparaissent. J'espère qu'il y a des amis qui n'en ont pas. C'est galère à enlever, donc voilà. Puis on a un petit os aussi. Si on joint l'annulaire puis le pouce et qu'on on se met comme ça, ben là on voit un os qui apparaît chez certaines personnes. Et ben, il y en a qui ne l'ont pas, cet os-là. Puis apparemment, ce serait donc un os vestigial où on pouvait grimper aux arbres avec. Comme maintenant on grimpe plus aux arbres, ben on l'a plus cet os-là. Il y a plein d'exemples comme ça, même chez l'humain. Est-ce que toi, tu avais d'autres exemples peut-être sur l'évolution des animaux, Xavier? Mon Dieu, on en parle depuis un moment déjà. Oui, J'en ai plein, fait que j'en ai pas d'autres là, qui me sortent ici. Alors, il me semble que tu as bientôt, enfin, tu as terminé, pardon, ton doctorat. Oui. J'aimerais que tu nous en parles un petit peu parce qu'il me semble que justement, c'est bien lié au sujet du jour. Oui. Donc, c'est ça. Moi, j'étais à l'université jusqu'à récemment. Je faisais un doctorat en ce qu'on appelle la génétique des populations. Fait qu'une population, en fait, c'est un groupe d'animaux d'une même espèce qui a plus en commun, là, qui va se reproduire ensemble, qui va habiter ensemble, qui va être différent des autres populations autour. Puis c'est vraiment fascinant parce que la génétique des populations, c'est comme la base de l'évolution. Finalement, c'est l'évolution à très, très court terme. J'arrête pas de répéter que ça se passe sur des millions d'années. Ouais. Ben, c'est pas vrai parce que les populations qui habitent dans des habitats différents commencent déjà à se différencier un peu parce qu'ils sont adaptés à différentes conditions. Puis en ce moment, je travaille sur le caribou. Ouais. Puis c'est fascinant, le caribou, parce que juste au Québec, on a plusieurs populations et qui ont des stratégies complètement différentes. Il y a le caribou en Gaspésie qui habite sur des montagnes. On va dire que c'est le caribou montagnard. Tu as le caribou qui vit dans la forêt boréale. On va dire que c'est le caribou forestier. Et tu as le caribou migrateur, lui, qui a une autre stratégie complètement différente. Donc, c'est une autre population. Puis elle, en fait, elle va habiter en été très, très haut dans la toundra. La toundra, c'est là où il n'y a plus d'arbres, en fait, pour manger du lichen au sol, qui est une espèce de mousse. Et au nord du Québec, l'hiver, il fait très, très froid. Donc, ils vont redescendre très bas, presque dans la forêt boréale, pour s'abriter pour l'hiver. OK. Et une des questions qu'on se pose, c'est en fait, est-ce que ils ont une génétique différente, les caribous migrateurs et les caribous forestiers? Vu qu'on sait que c'est très, très récent, la différence qui s'est créée entre ces deux-là. Peut-être qu'en fait, ils ont une génétique très semblable, c'est juste qu'ils ont fait des choix différents. Et par exemple, est-ce que c'est plus un comportement qu'ils apprennent ou c'est un comportement qui est écrit dans leur gène de migrer? Donc, je m'intéresse à ça en ce moment et à quel point les caribous peuvent changer de comportement aussi. Par exemple, naître dans une population qui est migratrice et décider au milieu de sa vie, peut-être que ça me tente de rester en forêt cet hiver, puis je vais rester là pour l'été. C'est super intéressant. Puis je pense que ça conclut bien notre épisode sur l'évolution des animaux. Je voudrais donc prendre le temps de te remercier. Merci beaucoup, Xavier, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup, Dominique, également. Merci à toi. Avec plaisir. Je vais prendre aussi un petit peu de temps pour remercier nos partenaires. Donc, je voudrais remercier le Studio Coupé qui nous permet de tourner ces magnifiques balados. Et ce projet est rendu possible grâce à la contribution financière de la Ville de Québec. Alors, merci à eux. Merci également à la Maison Léon Provencher. Puis, nous, on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode de Balado Curieux par nature.